Tu n'y vas pas. Cavendish par terre. Oh, clavette. Attaque de Tadej Pogačar. Ouais, mais voilà. Attaque de Marlou. C'est n'importe quoi, merde. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Tadej Pogačar a perdu ce Tour de France 2023. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce grand podcast bilan des tours cette saison 2024 et forcément pour bien parler de cette grande saison des tours, premier bilan de cette année 2024. Je suis avec mon acolyte de toujours, François-Pierre Noël. Salut FP. Salut Guillaume, salut à toutes et à tous. Bon FP, ça y est, la saison est terminée, on est au mois de novembre, les coureurs sont en vacances et nous, on n'a plus que nos yeux pour pleurer et puis attendre la saison 2025. Oui, et puis on va voir si nos promesses de 2024 vont se confirmer en 2025, on peut déjà voir un peu les transferts qu'il y a eu, on en fera un podcast spécial, mais c'est vrai que on peut faire un peu ce bilan de 2024 parce qu'il y a eu plein de choses, année olympique en plus, on a eu des belles promesses françaises, on a eu quand même franchement une belle saison française, hein, faut avouer cette année, même si on n'a pas eu de grandes victoires, on a quand même été bien servi, et puis on a des confirmations, quoi. Evenepoel, Pogačar évidemment, Van Der Poel, le roi de Paris-Roubaix. Bref, on a plein de choses à se dire. Ouais, même Van Der Poel, le roi des Flandriens. On en parlera dans le podcast spécial classique qui va arriver dans quelques jours. Alors, dans ce podcast, on va faire une partie homme et puis après, on fera la partie femme. La saison des tours femmes avec Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin qu'on retrouvera tout à l'heure. FP, pour commencer, on va déjà rappeler un peu le palmarès de ces tours cette saison. On va se concentrer sur les grands tours et aussi les autres courses d'une semaine parce qu'elles ont leur importance. C'est vrai qu'on a les ogres qui se partagent les grands tours, mais au-delà de ça, on a des coureurs qui se révèlent sur une semaine, qui sont l'avenir et qui n'ont pas forcément percé sur les grands tours parce que la concurrence elle écrase un peu le reste, mais on a des coureurs qui ont aussi montré le bout de leur nez sur ces courses d'une semaine. Oui, exactement. Alors après, je sais pas par où tu veux commencer, si tu veux qu'on parle vraiment de ceux qui nous ont confirmations. Est-ce qu'on parle de Pogačar qui a un peu tout arraché sur son passage, parce que malgré tout, oui, on peut pas éviter cette question-là sur Pogačar. Il a été aligné sur chaque course, il a gagné. C'était assez bluffant. Les grands tours auxquels il a participé, les courses d'une semaine. Moi, je me rappelle cette année, c'est le Tour de Catalogne, où il est vraiment ultra dominant en fait. Et c'est là où tu vois que sur toute la saison, il a tenu comme ça. Alors au-delà de toutes les suspicions qu'il peut y avoir aujourd'hui, on sait que c'est le grand débat dans le cyclisme. Et puis encore une fois, nous on dit toujours à chaque fois c'est la même chose, mais c'est pareil. On attend les faits parce qu'évidemment c'est facile de dire oui c'est pas humain, c'est pas quoi, c'est pas si. Pour l'instant on peut pas dire quelque chose puisque pour l'instant rien n'est confirmé. De toute façon dans tous les cas, on peut juste constater les résultats, c'est que Pogačar, il y avait une classe au-dessus de tout le monde, même de Jonas Vingegaard en fin de compte. Oui, alors tu parlais du Tour de Catalogne, c'est 4 victoires d'étape, une deuxième place sur les 7 étapes qu'il y avait eu, plus 2 autres étapes au sprint où il avait terminé dans le top 31, de 25e et 31e. Ouais, mais c'est les prémices, tu vois. C'est les prémices, parce que vraiment, il fait une saison exceptionnelle au moment où il gagne l'Estrade Bianche, où il part de 70 km, je crois, à peu près. 80, tu vois, j'en ai enlevé 10. Mais tu vois, il explose tout le monde, sans parler de Liège-Bastogne-Liège. Enfin, c'est assez bluffant quand même, cette saison de Pogačar, même si on parle pas des classiques. Quand tu vois tout ce qu'il fait et à quel rythme il a tenu, malgré une équipe parfois pas à la hauteur, c'est ça aussi qui est bluffant, je trouve, avec lui. Tout est lié finalement, c'est vrai qu'on dissocie nous les tours et les classiques, et je dis bien les tours parce qu'on va pas parler seulement des grands tours, mais c'est vrai que chez Pogačar tout est lié cette saison et son ultra domination, on va la retrouver à la fois dans le podcast des classiques et à la fois dans le podcast des tours qu'on fait là maintenant. Juste rapidement, je vais donner les podiums des grands tours, redonner les podiums des grands tours et redonner les vainqueurs des courses par étapes d'une semaine World Tour. On va commencer par le podium du Tour d'Italie, la victoire de Pogačar devant Daniel Felipe Martinez à 10 minutes au général et avec une trentaine de secondes d'avance sur Geraint Thomas, 3e. Le Tour de France, la victoire de Pogačar devant Vingegaard et Evenepoel, les 3 en 10 minutes. Et au Tour d'Espagne, la victoire de Primož Roglič avec 2,36 d'avance sur Ben O'Connor et un peu plus de 3 minutes sur Enric Mas. Au Tour d'Espagne, le premier français c'est David Gaudu, 6e. Au Tour de France, le premier français c'est Guillaume Martin, 13e. Au Tour d'Italie, le premier français est Romain Bardet, 9e. Sur les courses par étapes d'une semaine, on a eu la victoire de Stephen Williams pour commencer au Tour Down Under. C'était au mois de janvier. Stephen Williams qui a remporté quelques semaines plus tard la Flèche Wallonne. Lennart Van Helvet qui a remporté l'UAE Tour au mois de février
et le Tour de Guangxi il y a quelques jours au mois d'octobre. Paris-Nice est revenu à Matteo Jorgensen, Tirreno Adriatico à peu près en même temps à Jonas Vingegaard, Pogačar qui a aussi remporté le Tour de Catalogne, en plus du Tour d'Italie, en plus du Tour de France. Vingegaard qui avait remporté Tirreno, mais qui a aussi remporté le Tour de Pologne cette saison. Le Tour du Pays Basque remporté par Juan Ayuso. Le Tour de Romandie remporté par Carlos Rodriguez. Primoz Roglic qui a fait le doublé Tour d'Espagne avec le Dauphiné, le Critérium du Dauphiné, j'allais dire le Dauphiné libéré. Le Tour de Suisse remporté par Adam Yates. Je souligne bien Adam Yates avec Juan Ayuso, les deux lieutenants, en tout cas Ayuso, pas trop lieutenant, mais en tout cas sur le papier lieutenant de Tadej Pogačar. Et puis le nom qu'il me reste à donner, c'est Timo Ehlens qui avait remporté le Renault Tour. Renault Tour, ancien tour du Benelux, où il n'y a pas trop de montagnes, mais c'est un peu le tour plat du calendrier masculin de cette année. Bon, on voit à peu près les mêmes équipes, c'est un peu ça finalement, ça se confirme, c'est la polarisation de ce cyclisme chez les hommes, où c'est vrai qu'on a la team UAE, pas que avec Pogačar, avec Juan Ayuso et Adam Yates qui sont là, Joao Almeida qui est aussi placé à chaque fois, la Visma Lease the Bike avec Jonas Vingegaard et Matteo Jorgensen. On a eu un petit peu quand même d'Ineos avec Carlos Rodriguez qui a remporté une course par étape, qui n'a pas réussi à confirmer sur les grands tours, mais cette polarisation se confirme. Oui, tu as raison. Alors après, pour ajouter à ça, on a oublié peut-être aussi, il y a aussi des coureurs qui ont fait beaucoup de places d'honneur et qui est toujours très bien placé. Je pense par exemple quelqu'un que tu n'as pas cité, mais parce qu'il n'a pas gagné, c'est Ben O'Connor, qui fait peut-être sa meilleure saison, je parle en termes de régularité chez AG2R. 4e au Giro, 2e à la Vuelta. Et oui, sans oublier, je crois, si je me trompe pas, c'est à l'UAE Tour, il est aussi 2e ou 5e, j'ai un doute maintenant, mais en tout cas, il fait un gros résultat. Deuxième, voilà, c'est ça. C'est bien ça, j'avais un bon souvenir là-dessus. Donc, on voit, il y a des coureurs, en fait, qui ont été beaucoup plus réguliers, qui n'ont pas forcément gagné, mais qu'il faut citer, je trouve que c'est important. Mais pour revenir à ce que tu disais, effectivement, pour Matteo Jorgensen, moi, c'est lui qui m'a un peu marqué cette saison chez la Visma Lease the Bike, parce que, au-delà de Vingegaard, il manquait quand même quelqu'un derrière, tu sais, qui peut marcher partout, et Jorgensen, il avait l'avantage d'être un peu le remplaçant de luxe à chaque fois. Il fait des gros résultats, chez les Flandriennes, t'en parleras dans le prochain podcast, mais il fait des gros résultats, je pense à Paris-Nice, et même, rappelle-toi, on en parlait nous-mêmes, quand arrive le Tour de France, on se disait presque, ça peut être le remplaçant si Vingegaard craque. Ouais, parce qu'il fait 2e au Dauphiné juste avant. Juste avant, en plus, donc voilà, c'est vraiment, on avait beaucoup d'espoir en lui, après il a du mal pour l'instant à confirmer sur les grands tours, ça paraît pas illogique, d'autant plus que Vingegaard était quand même suffisamment en forme, et il fait quand même 2e du Tour, donc ça fait partie des coureurs qui m'ont marqué cette année, et qui, je suis impatient de voir la suite en fait, je suis impatient de voir jusqu'où ils peuvent aller, parce que sur les grands tours, pour l'instant, on lui a pas confié les clés, et ça serait intéressant de voir ce qu'ils vont faire l'année prochaine avec lui. Alors c'est vrai que je parle de cette polarisation, finalement, on a surtout UAE contre Visma Lease the Bike, et on ne peut pas débriefer cette saison des Tours 2024 sans revenir sur la grosse chute du Tour du Pays Basque, qui a mis à terre notamment Evenepoel, Roglic et Jonas Vingegaard, pendant que Tadej Pogačar était devant la télé. Jonas Vingegaard qui a vu sa saison compromise avec cette chute, qui fait 2e du Tour de France, mais qui a couru après sa forme et qui a même balancé la fin de saison après le Tour de Pologne qui remporte. Il est allé au frais pour 2025. Oui, mais alors après, au final, quand tu regardes la saison entière, alors effectivement, ils ont perdu plusieurs mois, ça a dû être très douloureux. Au final, quand tu regardes les résultats, Vingegaard fait quand même 2e du Tour de France, même si on sent qu'il pouvait pas concurrencer Pogačar, et Evenepoel remporte les Jeux Olympiques, et il fait quand même une saison plus que correcte, Remco Evenepoel. Oui, donc, la blessure de Vingegaard était beaucoup plus grave que celle d'Evenepoel. C'était une petite clavette, il a pu revenir rapidement. Ouais. Au passage, je suis impatient de voir l'année prochaine comment ils vont régler ce problème, parce qu'au Pays Basque, alors je sais bien que les routes sont compliquées et tu les connais aussi bien que moi, mais ça fait quand même plusieurs saisons que les organisateurs, en fait, ils font pas non plus tout pour la sécurité, parce que je dis pas que il faut pas s'adapter au terrain. En l'occurrence là-bas, c'est pas qu'on s'adapte pas au terrain, c'est surtout qu'on crée des dangers, je trouve, avec les arrivées au Pays Basque. C'est assez compliqué. Quand on voit les arrivées en descente, rappelle-toi, il y a 2-3 ans, je me rappelle qu'on pointait ça du doigt. C'est à un moment donné, il faut faire attention. Là, c'est les gros coureurs qui
sont tombés en plus, donc si ça peut faire changer les choses, ce serait très bien. Au-delà de ça, moi je trouve que leur saison, en fait c'est marrant, il y a peu de gros qui nous ont déçus en fait. Je sais pas si tu te rends compte de ça quand tu as regardé les grands tours, il y a peu de coureurs des gros noms qui sont pas présents. Même un Geraint Thomas, tu sais, qu'on attendait forcément sur le Giro, il a quand même répondu présent, pas au point où on pensait qu'il pouvait concurrencer Pogačar, mais en tout cas il est dans le podium aujourd'hui. C'est vrai qu'on a peu de surprises finalement, on a peu de coureurs qui déçoivent et tout le monde est à sa place. L'exemple type, c'est quand même le Tour de France. Tout le monde est à sa place. Pogačar, Vingegaard et Evenepoel. Il manque Roglic qui avait abandonné, mais on se rend compte que finalement tout le monde a été recasé à la pédale. C'est peut-être l'écart entre Pogačar et Vingegaard qui est surprenant, mais avec le contexte qu'on connaît pour Vingegaard et la forme incroyable de Pogačar sur la saison. Derrière, Almeida 4e en étant équipier, mais il est un peu à sa place en étant un peu le meilleur des autres. Mikel Landa qui est équipier d'Evenepoel, mais qui est quand même un top coureur mondial. Adam Yates qui était sur le podium du Tour de France il y a 1 an ou 2 ans, mais qui est juste là derrière. Carlos Rodriguez est quand même le premier des autres, Ineos qui est la 7e. Je descends dans le top 10, on a Jorgensen qui est là, qui a quand même remporté Paris-Nice, donc tout le monde est à sa place. C'est vrai qu'il y a quand même peu de surprises. Et toi, est-ce que tu t'attends peut-être à la revanche d'Evisma-Lease the Bike, parce qu'ils ont une saison compliquée. Wout van Aert aussi, qui a été embêté avec sa chute sur... Alors c'était à travers la Flandre. La Flandre, oui. Il me semble que c'est à travers la Flandre. Oui. Juste avant le Tour des Flandres. Oui, chute. Exactement, oui. Alors moi, je m'attends à une revanche d'Evisma-Lease the Bike. En tout cas, dans le recrutement qu'ils ont fait, on en parlera peut-être un peu plus tard. Ils ont quand même encore des armes offensives. Moi, ce qui m'intrigue un peu plus, c'est du côté du AE, parce que Pogačar était dans il performait d'une manière incroyable cette année. C'est quand même, moi, j'ai jamais vu un coureur quand même de février à octobre, quasiment, il n'y a pas eu de trou. Alors oui, là, il a fait les croix sur quelques courses, mais moi, je trouve que c'est ça qui m'a bluffé, c'est surtout voir quel niveau sera Pogačar, parce qu'aussi, il faut dire une chose, UAE, on a quand même vanté l'équipe au départ, parce qu'on avait Isaac Del Toro, le jeune Mexicain, qui était vraiment très, très prometteur, qui a fait quelques belles courses, mais qui au final, quand même, un peu pêché. Et on s'est rendu compte qu'il était encore un peu tendre pour le très, très haut niveau. Il avait commencé très fortement en étant 3e du Tour Down Under au mois de janvier avec une victoire d'étape. Mais on voit derrière dans cette équipe Sivakov qui a quand même rendu un très belle copie cette saison, parce qu'il a fait vraiment une très jolie saison, et puis en tant qu'équipier il a été très important, mais on avait aussi les embrouilles du côté de UAE. C'est ça aussi qui est Ayuso par exemple, je pense à ça, mais Ayuso Almeida qui se sont embrouillés sur le Tour de France. Il y a des choses comme ça qui se passent, donc c'est une équipe qui a quand même beaucoup d'ego, beaucoup de stars également. Pour le cyclisme, j'aimerais bien voir ces stars un peu partout pour lui mettre en danger Pogačar. Maintenant, voilà, l'année prochaine, est-ce qu'ils sont sur le même niveau? Moi, je pense que Visma-Lease the Bike, il leur manque quand même toujours un peu ces coureurs qui peuvent protéger Vingegaard le plus longtemps possible. Est-ce que ce sera un Jorgensen, s'il est un peu plus léger, s'il fait une croix sur les Flandriennes, est-ce que à l'avenir, il pourrait être cet homme-là? Moi, j'y crois par rapport à ses performances, parce qu'il a vraiment ce côté un peu Almeida en face, en fait. Tu vois, ils ont un peu les mêmes profils, même si je trouve Jorgensen peut-être presque plus fort qu'Almeida. Après, un des visages qui a un peu raté sa saison, c'est Sepkus, à la Visma-Lease the Bike, qui avait remporté le Tour d'Espagne la saison d'avant, qui n'a pas été au niveau cette saison, qui n'a pas confirmé sa victoire au Tour d'Espagne, et finalement qui a été celui qui a manqué et qui était toujours autour de Vingegaard pour l'emmener très loin en montagne lors de ses 2 victoires sur le Tour de France. C'est un des visages symptomatiques de cette saison, alors un peu raté entre guillemets, vraiment entre guillemets, parce que ça reste quand même au-dessus de pas mal d'autres équipes de la Visma-Lease the Bike. Tu sais ce que je pense de Sepkus, je t'ai toujours dit, c'est un coureur que je trouve très très fort d'un coup, puis il y a un moment il va s'effondrer, et moi d'habitude, c'est vrai que sur la Vuelta il m'a fait mentir puisqu'il gagne la Vuelta, mais moi d'habitude sur un grand tour, tu le sais, Sepkus il va faire 5 étapes magistrales, et puis après pouf, il s'effondre. Donc voilà, c'est vraiment ça qui marque ce coureur. Donc là, je suis même pas surpris de cette saison de voir qu'il a un trou. Franchement, honnêtement, quand tu vois Sepkus la saison qu'il fait avant, t'as presque l'impression qu'il est en sur-régime. Donc après, moi j'en veux pas là-dessus. Il y a le contre-coup aussi de cette saison 2023 où il fait les 3 grands tours. Peut-être, c'est ça, mais après Visma a quand même eu une sacrée pancarte cette année sur beaucoup de courses. Je pense que ce qui a servi aussi parfois, alors pas forcément à Pogačar, peut-être pas sur le Tour de France, mais sur d'autres courses, je pense que ça a peut-être un petit peu servi, parce que Visma-Lease the Bike, on les regarde aussi maintenant comme l'équipe qui détruisait tout. Et maintenant, ça va être UAE. Donc UAE, on sait que Pogačar peut se débrouiller tout seul. Si l'an prochain Pogačar est un peu moins bon, c'est ce qu'il faut espérer pour le suspense,
On va voir comment ils vont se débrouiller en équipe. Après, est-ce qu'un Pogačar à très haut niveau comme cette année contre un Vingegaard de retour au très haut niveau, ça peut faire des étincelles? Est-ce que les deux surtout seront face à face? Moi je me pose la question, et on va faire une parenthèse Tour de France. Est-ce que Pogačar sera au départ du Tour de France 2025? Est-ce que Tadej Pogačar, on va parler très rapidement du parcours du Tour qui a été dévoilé il y a quelques jours. Départ à Lille, 3 jours dans le Nord, ensuite on part en Normandie avec une première semaine qui est plutôt pour puncher entre la Normandie et la Bretagne. On redescend vers le centre de la France en milieu de Tour de France avec Laval, Châteauroux, le Mont d'Or pour terminer la première semaine au 14 juillet. Ensuite le passage en deuxième semaine avec ce début de deuxième semaine à Toulouse, à descente vers les Pyrénées, le triptyque pyrénéen qui sera quand même pas mal avec Luchon, Super Bagnères, le contre-la-montre vers l'altiport de Peyragudes, l'arrivée aussi à Hautacam. Ensuite on repartira en fin de deuxième semaine vers Carcassonne et la troisième semaine avec une première étape pour débuter la 16e étape de ce Tour de France, arrivée au Mont Ventoux, petite étape de transition vers Valence pour les sprinteurs et après l'enchaînement avec l'arrivée au sommet du col de la Lose, mais une phase qu'on n'a toujours pas gravie, qui était plutôt descendue auparavant, et l'arrivée à La Plagne le lendemain avant une avant-dernière étape à Pontarlier et l'arrivée aux Champs-Élysées. Déjà très rapidement, en quelques mots, ce que toi tu aimes bien ce parcours. On a le retour d'une première semaine assez classique, plutôt plate. Oui, alors moi je suis juste déçu parce que je connais le nord de la France pour y avoir grandi. Moi je trouve qu'on n'a pas du tout su exploiter la région, ça c'est mon avis. Mais à part ça, oui, moi j'aime bien ce parcours. Il est en France, ce qui est pas commun pour beaucoup de Tours de France qu'on a eu ces dernières années. Puis non, je trouve assez équilibré pour tout le monde. Il est assez intéressant. C'est juste qu'en connaissant le nord de la France particulièrement, moi je trouve que ils ont pas mis de pavé pour pas faire, pour pas gêner les gros coureurs. Je trouve que c'est une mauvaise raison. Et moi, je dis pas qu'il faut mettre une étape pavée style Paris-Roubaix, mais au moins quelques-uns, en tout cas des grosses parties de Paris-Roubaix, quoi. Tu peux faire une étape dans le Valenciennois, tu peux mettre Arsois ou alors Carrefour de l'Arbre. Et alors après, si on me dit, oui, mais il faut pas qu'un peloton arrive, dans ce cas, tu fais réduire le peloton avant, en mettant un parcours un peu plus difficile. Enfin, moi, je trouve que c'est un peu dommage de mettre la région avec une première étape, franchement, pour connaître le coin, je crois que c'est la première étape, c'est Lille, je crois, et ça passe par, c'est du plat de partout. Oui, il y a quelques monts des Flandres, mais c'est loin, je crois que ça passe par Cassel. Enfin, c'est vraiment pourri, quoi. Franchement, honnêtement, tu vois, c'est les étapes. Non, mais vraiment, franchement, c'est quand tu vois le parcours et que tu vois par lesquelles villes il passe et comment c'est fait. Franchement, ils se sont pas foulés. Enfin, honnêtement, je dis pas que c'est un critérium, mais on n'est pas loin, quoi. Tu vois, non, c'est mais pour résumer ta pensée, c'est comment ne pas faire un grand départ dans le Nord sans faire une étape avec des pavés. Alors que c'est un peu la caractéristique de ce secteur, de ce secteur du nord de l'Europe où on a quand même chaque printemps des classiques qui font l'histoire du vélo, quoi. Ouais, ça, t'en auras quelques-uns, parce que t'en as à Cassel, t'en auras, j'imagine, sur quelques routes, mais c'est vraiment très peu, c'est rien. Et puis encore une fois, on sait très bien pourquoi il n'y a pas, parce que les organisateurs, ils font attention maintenant aux équipes qui se plaignent quand ils ont des pavés. On sait que c'est ça. Elles se plaignent, les équipes. Elles veulent pas, enfin, les équipes, je sais pas toutes, c'est les grosses équipes. Et aujourd'hui, vu que les grosses équipes, celles qui ramènent aussi le suspense, voilà. Alors, je dis pas que Pogačar a menacé de pas venir à cause des pavés, mais je pense que c'est des trucs qui se discutent. Si on a bien un qui aimerait bien plutôt les pavés que d'autres, c'est quand même Pogačar. Oui, Vingegaard de Evenepoel. Ou Roglic plutôt même, parce que Roglic, il aime pas ça. Même Roglic. Non, mais voilà, on sait quand même que Lefebvre, depuis que Paris-Tour est passé dans les chemins de vigne, il refuse d'emmener son équipe à Paris-Tour. Ah, voilà, par exemple, ça c'est vrai, tout à fait. Mais voilà. Après, encore une fois, ça c'est des choix, et Paris-Tour, bon, ça c'est une course, c'est différent. Mais moi, sur le Tour de France, quand t'es dans une région comme ça, t'as pas le droit de pas faire une étape un peu pavée, quoi. Encore une fois, je demande pas grand chose, juste respecter la région. Mais en tout cas, juste pour ça, au-delà de ça, c'est un très bon Tour de France et je pense qu'on va bien s'amuser. Je pense aussi. Pogačar au départ du Tour 2025, après notamment les déclarations de Christian Prudhomme, en disant que c'était normal d'avoir une interrogation sur Pogačar. La réponse, on va pas dire plutôt agacée de Tadej Pogačar derrière. Bon, après, c'est logique, mais moi, je trouve que les deux sont dans leur position, c'est logique, en fait, parce que tu veux qu'ils disent quoi, Christian Prudhomme? Enfin, on est tous pareils, en fait. Tu vois, c'est toi comme moi, comme n'importe quel amoureux du vélo, tu attends de savoir ce qui se passe.
tant que t'as rien éprouvé, t'as rien à dire, puisque tu juste apprécies la puissance et la force de ce coureur. Après, c'est tout. Voilà. Après, être suspicieux, c'est normal, c'est humain. Je veux dire, un coureur qui gagne tout, ça rend forcément suspicieux à cause de l'histoire de ce sport, en fait, aussi. Voilà. Moi, qu'est-ce que tu veux dire de plus, en fait? Les deux sont dans leur bon droit. Pogačar qui serait vexé de ça, je peux comprendre s'il est vraiment très honnête. Alors, Christian Prudhomme qui dit que la question n'est pas illégitime compte tenu du passé du cyclisme dans un entretien à la Dépêche. De l'autre côté, Pogačar qui répond, il y a toujours des jaloux. Bon, l'un comme l'autre. Alors, Christian Prudhomme, dire que c'est pas illégitime, c'est pas être incisif, mais tu vois, c'est quand même pas instiller un doute, mais c'est vrai que je pense qu'il s'interroge comme tout le monde de voir les performances de Pogačar cette saison. De l'autre côté, le Pogačar a une réponse un petit peu, il y a toujours des jaloux. Bon, ils sont dans leur rôle tous les deux. Il y a un peu d'agacement de la part de Pogačar. Mais ils sont dans leur rôle tous les deux. Je veux dire, encore une fois, qu'est-ce que tu veux dire? Si dans un an, on nous annonce Pogačar dopé saison 2024, et puis Prudhomme aurait dit à l'époque c'était le plus grand coureur de l'histoire, j'en sais rien, on lui fera remarquer. Là, je trouve que en plus, il prend pas de risque, il dit c'est une question légitime de se poser, je crois. Enfin, c'est comme tu disais, c'est pas une question illégitime. Alors, il dit pas non plus qu'il est dopé, tu vois, ça va, on va se calmer, c'est de la communication. Là, on a reproché pendant pas mal d'années à Jean-Marie Leblanc d'avoir un peu caché Lance Armstrong quand même. Alors, d'avoir caché, pas caché, mais pas mal défendu Lance Armstrong au début en tout cas. C'est ça, voilà, c'est ça. Après, encore une fois, pour moi, c'est de la communication des deux côtés. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. D'ailleurs, pour la petite parenthèse, une autre digression, mais vous savez qu'on aime ça dans Vélo Podcast. Une petite étude sur l'inhalation des monoxydes de carbone qui a été... Ah, ça, c'est intéressant. Ouais. Ça, c'est plus intéressant, sur l'inhalation des monoxydes de carbone qui apporterait 5% de performance en plus, non? Si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. C'est une université allemande, non? Si je me trompe pas. C'est intéressant. Et puis moi, je crois qu'il me semble, si je ne me trompe pas, si on parle de la même étude, qui disait aussi que ça mettait un peu la santé des coureurs en danger également aussi. Oui. C'était pas sans risque. C'est à surveiller parce que ça, c'est des choses, si ça existe vraiment, voilà. Alors, tout pour la performance, ok, mais parce qu'il y a des choses, voilà, on sait que Radio France a fait notamment une enquête là-dessus sur des choses qui sont utilisées par les coureurs cyclistes. Alors, une enquête effectivement où nous, quand on est fan de vélo, on n'apprend pas énormément de choses, faut bien avouer. Mais c'est vrai que pour le grand public, voilà, ceux qui découvrent ça, je pense que quand on parle de cétone ils savent pas, ça c'est vrai. Mais en tout cas, nous, c'est vrai qu'on n'a pas appris forcément grand-chose. En revanche, cette étude, je suis d'accord. Et ce qui m'inquiète de plus en plus, moi, c'est surtout est-ce que vraiment des coureurs prennent ces risques-là, parce qu'il y a pas de non-cité, etc. Mais ouais, je suis assez inquiet parce qu'on peut se dire que mettre sa santé en danger pour des performances comme ça. Ouais, moi, et c'est surtout qui serait prêt à faire ça pour suivre le rythme. Voilà, parce que le problème est, tu peux avoir quelques coureurs qui le font. Encore une fois, c'est pas sur la liste des produits dopants, donc c'est pas du dopage. On peut dire malheureusement quand même, parce que le but des produits dopants, en tout cas de la liste de produits dopants, c'est aussi de protéger la santé des coureurs. Mais en attendant, tant que c'est pas sur la liste de produits dopants, d'autres coureurs seraient peut-être amenés à le faire sans regarder trop les dosages et donc à se mettre en danger au niveau de leur santé. Oui, c'est ça. Donc, moi, c'est ça qui m'inquiète plus en fait, au-delà du côté aussi dopant. Évidemment, c'est un dopant. En tout cas, c'est de gagner en performance. Je trouve de gagner des performances en mettant en danger sa santé comme ça m'inquiète plus pour les jeunes coureurs en tout cas aussi notamment. Exactement. On ferme la parenthèse, on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Donc Pogačar au Tour de France, pour toi, il n'y a pas de débat, il y sera quand même, c'est trop important pour le Tour de France et pour UAE de ne pas mettre Pogačar au départ? Ah ouais, c'est trop important pour UAE, vraiment, ou alors faudrait vraiment un cataclysme, mais je vois pas dans quel monde pour l'instant Pogačar refuse le Tour de France pour l'instant, ouais. Non, parce qu'on sait que le patron du Tour d'Italie commence à mettre des chèques de plus en plus importants pour faire venir des stars, et c'est Jonas Vingegaard qui est annoncé en 2025 sur le Tour d'Italie. Après, pour l'instant, on a vu qu'on pouvait faire les deux, donc... Après, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les concurrents de Pogačar regardent où va être Pogačar pour ne pas s'aligner sur ces courses-là et aller ailleurs, sachant qu'on annonce Pogačar avec un doublé, non pas Tour d'Italie, Tour de France en 2025, mais Tour de France, Tour d'Espagne. Oui, c'est ça, tout à fait. Mais oui, c'est dommage, il va massacrer le Tour d'Espagne. il va peut-être gagner 10 étapes, parce que vu comment est le Tour d'Espagne, c'est clairement des parcours qui conviennent à Pogačar, qui, lui, n'a participé qu'une seule fois à la Vuelta. C'était en 2019, c'était au tout début de sa carrière, c'était son premier grand tour, il me semble. Il avait terminé 3e, c'était la première victoire de Primož Roglič. Ouais, exactement, tout à fait, ouais, bien vu. Tu veux faire peut-être un point sur les Français, parce que j'ai pas mal de choses à dire sur les Français. Alors,
Avant de passer aux Français, j'aimerais qu'on parle de Remco Evenepoel. Ah oui, quand même, c'est vrai. Qui est belge. Remco Evenepoel, on parlait de coureurs on parlait des coureurs qui étaient à leur place finalement dans cette année 2024. Lui aussi, mais c'est une confirmation et je pense qu'il a coché toutes les cases des questions sur lesquelles on se posait par rapport à lui, par rapport à sa capacité à performer en haute montagne, à durer sur 3 semaines. Il s'est peut-être aussi débloqué mentalement une contrainte ou en tout cas une gêne qui se mettait. On l'a vu sur la fin du Tour de France où il commençait même à attaquer Vingegaard. Oui, en fait, Evenepoel, je pense que tu as très bien résumé, c'est que je pense on sait tout maintenant de lui, entre guillemets. C'est-à-dire que on sait que c'est un coureur hyper talentueux. On sait que sur des classiques, il est quasi imbattable, sauf que voilà, face à Pogačar, mais ça on le verra peut-être un jour. Mais moi, ce que je trouve avec Evenepoel, c'est que sur les grands tours, il a quand même la malchance de tomber sur une génération avec Pogačar et Vingegaard en fait, où tu as l'impression qu'il y a quand même un gap entre les trois. Et Evenepoel est encore en retrait. Et sauf en chrono, où en chrono il va prendre du temps, il va les battre. Ça, on a compris que sur les chronos il est peut-être meilleur qu'eux. Mais en revanche sur la haute montagne, et ben c'est là où ça pêche. Et on dit depuis ses débuts sur Vélo Podcast, on attendait de voir. Et sur le Tour de France, je trouve qu'on a quand même une partie de la réponse parce que par moment il peut titiller Pogačar, mais titiller entre guillemets les dieux, à un moment donné tu te brûles quand même. Et là c'est plusieurs fois il s'est brûlé. Et je trouve qu'il a sa place et c'est presque frustrant pour lui parce que je pense que c'est un coureur qui aurait pu gagner déjà un Tour de France et au final il se retrouve avec des coureurs exceptionnel en fait. Ça fait partie de ces coureurs qui vont regarder le calendrier de Tadej Pogačar en 2025. Il remporte cette année au Tour de France le contre-la-montre à Gevrey-Chambertin. Il fait 3e du dernier contre-la-montre entre Monaco et Nice derrière Pogačar et derrière Vingegaard. Et quand tu regardes, quand on dit qu'il a sa place, il fait 4e au col de la Couillole, il fait 5e à Isola 2000, 3e au plateau de Beille et au Plat d'Adé, 3e au Lioran aussi. C'est un 2e à Valoir, c'est un coureur qui a montré ce qu'il était capable de faire. On rappelle qu'il a un Tour d'Espagne aussi à son palmarès, qu'il a déjà remporté. C'est très intéressant ce qui va se passer pour 2025 pour lui, sachant que, et là on va déborder sur le podcast des classiques, il a quand même pris une énorme claque sur les championnats du monde, et une énorme claque peut-être encore plus grande sur le Tour de Lombardie derrière, où il prend 3 minutes à la pédale sur Pogačar. Ouais, c'est peut-être là où il doit être un peu dégoûté, c'est d'avoir un coureur comme ça aussi exceptionnel face à lui. Moi, je trouve que pour Evenepoel, faut pas qu'il se compare à Pogačar. Je pense que Pogačar, il a quand même, par rapport aux autres saisons où on l'a connu, il a quand même peut-être surperformé aussi, parce que franchement, est-ce qu'il pourra nous refaire la saison qu'il a faite? Moi, j'y crois pas. Alors, on va voir, mais je dis pas qu'il gagnera plus le Tour, hein. Je te dis une saison comme il a faite cette année. Donc, je pense qu'il y aura quand même des moments où Evenepoel pourra le titiller et même le battre. Donc, c'est sur ça qu'il doit s'appuyer, c'est de rester comme il est aujourd'hui, de savoir quel type de coureur il est, et que le moment où Pogačar est moins bien, lui, il faut qu'il soit là à ce moment-là. Et que, à ce moment-là, peut-être qu'il remportera une classique devant Pogačar ou alors un grand tour. Tu voulais parler des Français, FP, donc on va passer aux Français. Pavel Sivakov, David Gaudu, très intéressant sur la fin à la Vuelta, avec sa 6e place finale. Moi j'avais 2 autres noms en fait. Le premier c'était Romain Bardet. Moi j'ai envie de dire aussi que Romain Bardet m'a fait plaisir cette année, parce qu'au final, moi je me rappelle que j'ai quand même vibré face à Romain Bardet à Liège-Bastogne-Liège, où il est 2e derrière Pogačar. Quand il est face à un monstre comme ça et que tu vois ce qu'il fait, il m'a fait rêver quoi. Et puis quand on sait après que c'est sa dernière saison l'année prochaine, c'est presque frustrant. On sait qu'il arrêtera après le Dauphiné, si je me trompe pas. Oui. Et franchement, il a fait une année exceptionnelle. Tu disais 9e au Giro, au Tour de France, pardon, pas au Giro. Si, 9e au Giro. C'est au Giro. Ah oui, pardon. Il fait 30e au Tour de France, mais avec cette victoire d'étape, la première victoire d'étape à Rimini et ce maillot jaune, le doublé avec Van den Broek. Exactement, c'est ça, étape au Tour de France. Et il a encore fait des résultats que je citerai pas sur toutes les courses, mais il a toujours été assez bien placé. C'est franchement un coureur qu'on a adoré, et je trouve il y en a qui réussissent pas leur sortie, et lui il a réussi sa sortie, tu vois. Même si l'année prochaine il ferait plus rien, juste il serait sur les courses et c'est tout. Franchement, par rapport à la dernière saison complète qu'il nous a fait vivre, merci Romain Bardet. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi j'ai vraiment adoré sa saison en tout cas. Non, ça me fait penser un peu à la fin de Thibaut Pinot, qui nous avait fait vibrer sur le Tour de France, avec le virage Pinot aussi. Même génération, même façon de voir le vélo aussi, avec une grande dose de plaisir. C'est des mecs qui aiment le vélo. C'est vrai que Romain Bardet, c'est
bizarre parce que Romain Bardet, c'est notre génération en fait. On les a vus débuter et puis là on les voit partir. Ça file un petit coup de vieux. Moi j'ai 33 piges, on est allé à 6 mois près, à un peu moins d'un an près du même âge avec Romain Bardet. Ça fait un peu bizarre. On a une petite génération qui part. Là, on va voir maintenant des mecs comme David Gaudu devenir des vieux derrière. Là, c'est incroyable. Ouais, mais Romain Bardet, c'est cyclisme plaisir. C'est vrai que sa performance sur Liège-Bastogne-Liège, elle est incroyable. Derrière l'intouchable, t'as des Pogacar. Il est quand même sur le podium à côté de Pogacar et de Van Der Poel à Liège-Bastogne-Liège. C'est incroyable. Exemple, là, mais c'est vrai. Est-ce qu'on va le voir sur le Tour d'Italie peut-être l'année prochaine, avant le Dauphiné? Tu vois, est-ce qu'il va s'enchaîner les deux pour terminer sa carrière? Ça pourrait être cool. J'espère, ce serait bien, ouais. Et à l'inverse aussi, moi je voudrais donc faire un point général sur les Français qui globalement m'ont quand même bien déçu sur les grands tours, pas sur les étapes, pas sur le côté offensif, mais sur le côté du classement général où malgré tout, il faut quand même l'avouer, on a un déficit et on n'est pas assez solide pour l'instant. On a peu de coureurs complets, on a trop de déceptions pour l'instant. Moi je trouve que des coureurs, alors après qu'on a grillé, ça c'est pour d'autres raisons, peut-être transfert pour Lenny Martinez par exemple. Voilà, David Gaudu qui était pas au niveau, même s'il fait un Tour d'Espagne très très intéressant. Alors attends, David Gaudu, compliqué. C'est vrai qu'on a pas mal, pas attaqué, mais on a pas mal taclé David Gaudu dans Vélo Podcast, mais à raison selon moi. Mais on l'adore, hein, on sait très bien. Voilà, ça reste chouchou Gaudu, hein, attention. Non, mais encore une fois, moi c'est. Il est arrivé sur le Tour de France en récupération du Covid. Il s'était tapé le Covid, mais pas facile. Il s'est bien préparé et derrière il fait pour moi un très bon Tour d'Espagne qui laisse augurer pour moi une bonne saison 2025 et je trouve que pour moi c'est positif ce qu'il a fait sur la Vuelta. C'est ce que j'allais finir par ça, c'est-à-dire qu'on a vécu 3 grands tours compliqués pour les Français sur le classement général, mais effectivement tu as raison de le dire, c'est que David Gaudu nous offre un peu cet espoir pour l'année prochaine. Et puis Lenny Martinez qui est parti chez Bahreïn, est-ce qu'il aura plus de liberté également? On va voir ce qui va se passer, mais moi, je trouvais que par exemple chez Cofidis, ça a été compliqué malgré tout cette saison sur les classements généraux. Alors je pense qu'il pouvait faire plus, oui, exactement. Du côté de H2R, Ben O'Connor, il y a vraiment avec la 4e place et la 2e place d'O'Connor à la Vuelta, 4e au Giro. Là, en revanche, c'est une réussite. Mais moi, je parlais des coureurs français, donc c'est pour ça que je précise quand même que Ben O'Connor, on est quand même très très heureux pour lui et c'est une très bonne tactique de la part d'H2R. Mais un Tour de France très compliqué à l'inverse pour Félix Gall. Et puis j'ai oublié l'équipe Arkea où là, pareil. Kevin Vauquelin avec sa victoire sur le Tour de France quand même. Voilà. Mais c'est une victoire d'étape. Voilà, c'est une victoire d'étape. Et puis Kevin Vauquelin, par exemple, pas pour le prendre sur les grands tours parce que je pense que c'était un peu trop compliqué pour lui et que c'est pas un coureur de grand tour. En revanche, je suis vraiment d'avis d'Étienne Gourceau, notre ami sur le podcast, qui pense que Kevin Vauquelin sera le futur vainqueur français sur une course d'une semaine. Ça fait très longtemps que c'est pas arrivé. Je crois que c'est Christophe Moreau le dernier. 2007, le Dauphiné. 2007, voilà. Et je pense comme Étienne que Kevin Vauquelin a totalement ce profil, mais cette année il nous l'a pas montré. Donc c'est ça aussi la prochaine étape. Tirreno, Kevin Vauquelin fait 10e de Tirreno Adriatico et quelques jours après au Tour du Pays Basque il fait 8e pour le coureur originaire de Bayeux, le Normand, qui avait fait aussi 2e de la Flèche Wallonne, mais ça ce sera sur les classiques. Ce profil un peu bon coureur de course par étape d'une semaine, très bon contre la montre, qui est aussi capable de briller sur des classiques. C'est vrai que la génération, tu parles de Lenny Martinez, il y a les frères Paré-Peintre et les Romain Grégoire qui peuvent être capables aussi peut-être d'aller chercher quelque chose, pas sur 3 semaines mais sur une semaine. Ah oui, sur une semaine, Romain Grégoire, tout à fait. Ça va pas sur des profils style Tour de Romandie, Tour de Suisse, Dauphiné, ça va être compliqué, mais sur un Tour du Pays Basque, effectivement, c'est pas impossible. Il fait 4e en Pologne par exemple au mois d'août. Par exemple, ouais, tout à fait, c'est tout à fait juste. Et puis on n'oublie pas qu'il y a une génération exceptionnelle qui arrive chez H2R. Alors effectivement, faut pas la griller, mais Léo Bizio, Paul Sexas, attention, on va commencer à arriver sur des coureurs qui prétendent en tout cas et qui chez les jeunes sont très très forts aussi en haute montagne. Donc à voir maintenant comment ça s'agrandit tout ça. Et il y en a quelques-uns qui arrivent encore derrière. Donc vraiment, je suis impatient de voir ça dans les prochaines années. Il faudra être patient, mais on va dire que on aura peut-être un petit trou pendant encore 1 ou 2 ans, mais que normalement on a de l'espoir pour l'avenir. Moi, il y en a un que je vais suivre. C'est Alex Baudin chez IF.
Il a signé 2 ans chez IF, il aura 24 ans au mois de mai, il a terminé la saison en étant 3e du Tour du Guangxi. Bon, allez, on va dire c'est que le Tour du Guangxi, mais il avait remporté le Tour du Limousin, il fait 21e au Tour d'Italie en étant aussi au service de Ben O'Connor, il fait 10e au Tour du Pays Basque. Ça fait partie de ces coureurs, un peu la nouvelle génération, formés quand même un petit peu chez AG2R, Decathlon AG2R. Ça fait partie de ces jeunes coureurs qu'on attend. Alors attention, hein, on n'attend pas qu'ils remportent tout de suite le Tour de France. Non, on attend qu'ils performent déjà sur une semaine. Depuis qu'on a commencé Vélo Podcast, tu connais ma théorie sur déjà performer sur une semaine. Tu performes sur une semaine, tu vas aller essayer de performer derrière sur un Tour d'Italie ou un Tour d'Espagne. Puis après, derrière, si tu performes sur un Tour d'Espagne ou un Tour d'Italie, tu vas peut-être pouvoir avoir des ambitions après sur le Tour de France. Voilà, pour moi, il y a des marches à franchir. Peut-être déjà commencer par une semaine et puis après, on verra. On verra un peu pour le reste, ce genre de coureur, tu vois, Alex Baudin, Lenny Martinez, on va voir un peu ce que ça va donner pour l'année prochaine. C'est vrai que Lenny Martinez, il va être revanchard. Bah oui, parce que Lenny Martinez, si tu le grilles pas sur le Tour de France, vu ce qui s'est passé sur le Tour d'Espagne, pour moi, il est capable d'aller chercher top 5 sur le Tour d'Espagne. Maintenant, on réécrit pas l'histoire, on ne peut pas réécrire l'histoire. Mais on ne sait jamais. Voilà, on ne sait jamais. FP, on a fait le tour un petit peu de cette saison des Tours qui aura été quand même assez intéressante quand même. Oui, alors encore une fois, on en a parlé brièvement. Moi, je mettrais juste un bémol sur. Alors, c'était intéressant, mais c'est encore une fois le souci quand on a quelqu'un qui surdomine, c'est que je peux comprendre qu'il n'y a pas de suspense, donc c'est moins intéressant à suivre. Et c'est vrai que moi, parfois, je me suis dit, j'ai plus été passionné par les places d'honneur derrière, ce qui est étrange, que par la victoire finale, parce qu'on sait que c'était joué d'avance. Et ça, c'est pas de la faute de Pogačar mais c'est juste qu'il est au-dessus il est trop fort. Et donc c'est ça le problème, quand quelqu'un est trop fort, on perd l'intérêt. Et voilà, je pointe du doigt personne, c'est juste que effectivement quand tu veux encore pointer les réalisations télé? Ah oui, bon, non, alors est-ce que cette année j'ai pas de souvenirs gravissimes, peut-être quelques-uns sur le Tour, mais je crois pas. En même temps, c'est normal, maintenant que notre copain Jocelyn Rioux travaille au niveau des réals internationales, ça devient de très très haut niveau quand même. C'est vrai, tout à fait, tu as raison. Juste pour terminer, est-ce que tu as une grosse déception toi cette année sur les grands tours? Tour au grand tour. Tour au grand tour. Ouais, bon, qu'est-ce que... Moi, c'est Ineos. Ouais, bon, Ineos... Le déclassement d'Ineos, c'est quand même incroyable. Ouais, alors, oui, ça c'est vrai. On sait que ça serait compliqué, mais c'est vrai, autant compliqué, je suis d'accord avec toi. C'est vrai. Ouais, Ineos, c'est difficile. Alors, c'est surtout les mauvaises performances de Carlos Rodriguez, en fait, qui met l'équipe dedans, parce qu'ils ont beaucoup misé sur lui. Seulement vainqueur du Tour de Romandie, ouais. Ouais, mais il faut voir, c'est toujours pareil, qui tu bats, parce que le Tour de Romandie, il n'y a pas non plus une concurrence énorme, hein, donc c'est ça aussi. Donc, voilà, je dis pas que c'est un Tour au rabais, au contraire, hein, j'aime beaucoup ce Tour de Romandie. Tu veux le classement final du Tour de Romandie, ou en tout cas, qui bat derrière? Il y a Vlasov et Lipovic pour compléter le podium. Ah oui, Lipovic, alors lui aussi qui nous a... Alors lui, c'est la belle surprise. Ouais, alors lui, il nous aura quand même bien eu sur ce Tour de Romandie, parce qu'on l'a quand même vendu cher, lui, hein. Juste après les performances qu'il avait faites, on a dit que ça y est, il était prêt pour le Giro, et on l'a vu sur le Tour d'Espagne, il était là pour accompagner Roglic sur le Tour d'Espagne et lutter pour le maillot blanc. Voilà, il y a Lenny Martinez qui avait fait 8e du Tour de Romandie. Non, si, j'en ai un si tu veux, j'ai Félix Gall, moi, qui m'a beaucoup déçu sur les grands tours. C'est qu'il a pas confirmé, alors que c'est Ben O'Connor qui a performé. Ouais, mais sur le Tour de France, je dirais Félix Gall, tout était fait pour lui, et puis il a vraiment été en dessous. Félix Gall, Carlos Rodriguez, deux coureurs qui n'ont pas tenu la distance en fait dans leurs objectifs. Oui, c'est tout à fait bien résumé. Moi, je pense que pour Félix Gall comme pour Carlos Rodriguez, on va voir ce qui va se passer l'année prochaine, mais voilà, c'est attention parce que ça pousse derrière, quoi. Un Félix Gall, il faudra pas qu'il traîne trop, parce que entre les jeunes qui poussent, imagine une grosse année d'un des jeunes qui arrive chez AG2R. Voilà, ça, tu peux te déclasser très vite en vélo. C'est sûr. Et aussi, parmi les équipes qui poussent derrière, Lidl Trek et Red Bull Bora, les promesses pour la saison 2025. C'est vrai. En attendant que Red Bull Bora recrute Evenepoel, non, je plaisante. C'est quoi le salaire qui était annoncé? C'était un salaire à 7 chiffres avec 2 coureurs. Ouais, non, mais ça, c'est pas 10 millions, non, c'était pas ça. 10 millions, il me semble. Donc c'est 8 chiffres même, tu vois. Bref, voilà, c'est vrai. On en rigole, hein. Oui. On n'a aucune information. Oui, bon. Juste Pitcock, pour l'instant, pas d'équipe pour 2025? Ouais, la rumeur parle de Q36.5, l'équipe suisse. Ce serait un incroyable déclassement quand même. Red Bull ou Q35. Alors, c'est pas ce que tu vois ensuite que tu es en déclassement, Guillaume. Regarde, je suis en Suisse, est-ce que je suis déclassé? Non, t'es toujours au top. Et d'ailleurs, à la Philippe va en Suisse, c'est bien pour dire que ça va. Voilà, il me rejoint à Tudor. Oh, la Philippe. Bon, on essaiera d'interroger. Oui. FP, je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi pour ce débrief de la saison des Tours. On se retrouvera dans quelques temps. On va te laisser un petit peu tranquille, parce que c'est vrai qu'en ce moment, au niveau du travail, c'est assez chargé. Il se passe pas mal de choses en Suisse.
On se retrouvera notamment pour le podcast transfert qu'on doit se faire Bien enfin, sûr. maintenant qu'on sait que Demi Vollering est à la FDJ Suez. On attend le club, j'allais dire, l'équipe de Pitcock, puis on le fait. Voilà, bon, on attend un petit peu. FP, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Et nous, dans Vélo Podcast, on se retrouve dans quelques instants pour parler de la saison des femmes au niveau des tours. Aïe aïe aïe, attention Philippe, le parapluie. La suite de ce podcast spécial Tour 2024, on passe aux femmes. Forcément, quand on parle des femmes, on en parle avec Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin. Salut Julien. Salut Guillaume, bonjour à tous. Bon, la saison est terminée, ça y est, ça te manque pas trop quand même un petit peu la saison cycliste? Forcément un petit peu quand même. Bon, ça reste un peu activé avec les transferts. On jette un petit coup d'œil sur ce qui se passe en cyclocross et sur la piste là, avec le gros événement qui arrive, la Champions League. La Champions League de piste. Bon, le cyclocross, ça y est, ça a redémarré. On va en parler. On en parle depuis quelques semaines, depuis bien un mois et demi de ce podcast transfert. On attendait en fait que tout soit finalisé. Ça y est, on le sait, enfin, Demi Vollering est à la FDJ Suez. Ils nous ont fait patienter, même si c'était dans les tuyaux depuis de nombreuses semaines. On va en parler un peu plus tard. On se fera ce podcast, voilà. Mais on en parlera plus tard. Ok, Julien, on se dit ça, on se met de côté. On se met de côté avec un effectif FDJ Suez pour 2025 qui sera XXL, Royal, All-Star. Enfin, je sais pas comment on peut parler. On verra ça un peu plus tard. Très rapidement, comme avec FP tout à l'heure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler du Tour Femmes 2025, le parcours qui a été dévoilé il y a quelques jours. Très rapidement, on passe sur 9 étapes, départ de Bretagne, donc avec des étapes à Plumélec, à Quimper, ensuite on redescend sur Angers, Poitiers, Chasseneuil-du-Poitou, Futuroscope, forcément c'est par chez moi, et ça parle forcément à la FDJ Suez, où c'était l'équipe Futuroscope de base quand ça a été créé il y a pratiquement 20 ans. Ensuite, on descend à Guéret, puis on traverse le Massif central, arrivé à Ambert, et après on arrive dans les Alpes, donc avec Chambéry, l'arrivée au sommet du col de la Madeleine. Incroyable, ce qui sera d'ailleurs le parcours de l'étape du Tour Femmes, première édition, donc cet été, et puis l'arrivée à Châtel le dimanche 3 août. En quelques mots, déjà, ce parcours du Tour Femmes 2025, toi, qu'est-ce qui t'inspire? Tu étais à la présentation du Tour, notamment. Alors, ce qui m'inspire, c'est qu'il va y en avoir pour tout le monde, excepté pour les rouleuses. Mais quand on voit le parcours, un contre-la-montre aurait peut-être été superflu. Parce qu'il va déjà y avoir quelques écarts. Avant les 2 étapes de plaine, le parcours breton va se prêter à de nombreuses attaques. Est-ce que ça manque pas quand même? Tu en parles d'un contre-la-montre. On sait que un contre-la-montre, c'est l'ADN d'un tour et encore plus d'un grand tour quand même. Alors, est-ce que le tour, je sais que le Tour d'Italie, notamment cette année, avait commencé par un contre-la-montre, mais le Tour d'Espagne, oui, il y avait un contre-la-montre, mais par équipe. Pour débuter au Tour d'Espagne, un grand tour sans contre-la-montre, c'est assez dommage. C'est assez dommage, mais faut se rappeler que la première édition du Tour Femmes avec Zwift n'avait pas de chrono non plus. C'était intégré à la 2e édition avec un chrono final à Pau. Après le Tourmalet. Et après, cette année, c'était un petit contre-la-montre dans Rotterdam. Après, on passe sur 9 jours. Sur 9 jours, t'as le temps quand même de faire un contre-la-montre en 9 jours. T'as le temps, mais après, bon, quand tu pars de Bretagne, déjà, t'es sur des parcours pour peu de choses. Après, voir où aurait pu être placé le contre-la-montre, quand on voit comment le parcours de 2025 a été tracé, c'est assez compliqué. Juste si on entend des petits coups derrière, tu es en direct d'une zone un peu chaude, on va dire. T'habites près du... Bon, on va pas trahir de secret, t'habites près du stade de l'Alliance Riviera à Nice, et puis dans quelques minutes, au moment où on enregistre là, il y a un petit match du Coupe d'Europe contre Twente, non, c'est ça? Contre les Néerlandais de Twente, ouais, match classé à risque, donc bon, il y a quelques petites bombes agricoles, et puis petit peu de CRS à droite à gauche, donc ça peut dégénérer, mais on verra. Ne vous inquiétez pas, je vais survivre. Oui, ça va le faire, hein. Julien, on te connaît, t'es résistant, tu vas y arriver. Pour revenir au Tour de France, le point positif, c'est qu'on passe à 9 jours quand même, 9 étapes. Ça, c'est un vrai marqueur, hein. C'est une extension du parcours. 9 jours, c'est une belle durée pour un grand tour.
Il y a quelques années, le Giro était déjà sur 10 jours. Les grands tours, certes, ta l'essence du contre-la-montre, mais était aussi l'endurance des athlètes. Et là, elle commence à être prête à faire 9 jours. Après, il y a peu de secret là-dessus. Ça va passer sur 10 jours. Ça, c'est une certitude. Maintenant, faut y aller étape par étape. Ouais, on peut s'attendre peut-être dès 2026 à un passage à 10 jours. Mais ce qui se trame un peu dans les tuyaux, c'est que dans les 3-4 ans qui arrivent, on pourrait passer sur 12 à 14 jours avec une étape de repos, donc pour passer sur un grand tour de 2 semaines, même si on sait que pour l'instant, la limite, c'est quoi? C'est 10 jours, non? C'est ça? Le Tour d'Espagne cette année, c'était 8 étapes, et le Tour d'Italie cette année, c'était 8 étapes aussi. On a déjà vu des Tours d'Italie à 9-10 étapes, non, il me semble, dans le passé. 9-10 étapes avec une journée de repos. Oui. Mais le Tour d'Italie, justement, revient en arrière avec un tour de 8 étapes. Donc, je pense que la norme, ce sera maximum 14 jours. Le temps que le cyclisme féminin continue à se structurer. Oui, les femmes peuvent faire un tour de 3 semaines. Actuellement, physiquement, elles pourraient le faire. Maintenant, c'est que les budgets des équipes féminines ne sont pas autant extensibles que celles des hommes. C'est surtout que c'est un staff à prévoir sur 3 semaines et des frais plus importants sur 3 semaines. On parle de visibilité aussi, le cyclisme chez les femmes. Est-ce que ça ferait autant d'audience pour les télés sur 3 semaines? Là, c'est quand même très réduit. On sait que ça fait d'énormes audiences, notamment aux Pays-Bas, où il me semble que alors, c'était quoi la statistique? C'était pendant la saison des classiques, non? Où les courses femmes faisaient autant, voire plus d'audience que les courses hommes? Aux Pays-Bas, oui, c'est la belle surprise, c'est que ça fait sur certaines courses, Tour des Flandres notamment, sur les grosses classiques, ça fait même plus d'audience que les courses hommes. Donc il y a quand même un vrai boom, et on voit qu'en France ça suit, on voit que les sponsors FDJ et Suez vont continuer à suivre l'équipe de Stéphane Delcourt. C'est 2028, non, le contrat qui a été prolongé? Le contrat a été re-signé jusqu'en 2028. FDJ et Suez, d'ailleurs, aussi prolonge leur engagement de 2 ans avec l'organisation, avec ASO. Pour revenir, tu parlais d'audience. Il y a des chiffres qui nous ont été donnés par ASO. C'était sur les 8 jours de course, près de 17 millions de téléspectateurs sur la semaine. Ouais, c'est incroyable. 3,5 millions rien que sur la dernière étape. Julien, on va passer donc à ce débrief de la saison des tours chez les femmes. Rappelez très rapidement quand même les quelques résultats. Tour d'Espagne, donc alors 3 grands tours. Pour commencer, on va donner les podiums des 3 grands tours chez les femmes. Le Tour d'Espagne, donc qui avait lieu au début du mois de mai avec la victoire de Demi Vollering devant Ryan Marcus et Elisa Longo Borghini. Top 5 complété par Juliette Labousse et Evita Music en 4 et en 5. Le Tour d'Italie début juillet avec la victoire de Longo Borghini devant Lotto Kopecky et Nive Bradbury. Juliette Labousse, première française, 5e. Et le Tour de France avec Katarzyna Niewiadoma qui s'impose pour 4 secondes devant Demi Vollering, 10 secondes devant Paulina Roya-Kers. Evita Music, 4e. Cédrine Carbaul, 6e. Juliette Labousse, 9e. Très rapidement, les vainqueurs des courses par étapes, tout simplement les non-grands tours, avec Sarah Gigante qui avait remporté le Santos Tour Down Under au mois de janvier, l'UAE Tour remporté par Lotto Kopecky qui avait aussi remporté le Tour de Grande-Bretagne, aussi remporté le Tour de Romandie et le CIMAC Ladies Tour. Demi Vollering qui avait remporté le Tour du Pays Basque et le Tour de Burgos, la Ride London Classic Lorena Wiebes, le Tour de Suisse encore une fois Demi Vollering, et on va terminer avec le Tour du Chongming Island en Chine au mois d'octobre, il y a quelques jours, par Martha Lahr. Voilà un petit peu la saison des tours, ce que ça a donné. On voit quand même 2 noms qui ressortent. Demi Vollering, Lotto Kopecky, c'est un peu le résumé de la saison, même si forcément on a Katarzyna Niewiadoma qui avait remporté le Tour de France. C'est les 3 gros noms auxquels on peut rajouter Lisa Longo Borghini qui a fait aussi une saison pleine, qui a enfin remporté son Tour national, qui avait cette année un compte à régler avec ce Giro. Là, je pense que c'est les 4 noms qu'on devrait encore retrouver en 2025 sur les grands tours. Demi Vollering qui perd le Tour de France, hein. On connaît le contexte, mais qui remporte le Tour d'Espagne. C'était elle avait remporté le triptyque aussi, hein, avec Tour de Burgos et le Tour du Pays Basque. Elle avait besoin de se rassurer aussi sur ce triptyque espagnol. Elle sortait d'une campagne de classique
où il y a eu la fuite de son départ de la SD Works, où on connaissait les conflits internes avec le reste de l'équipe. Il y a forcément ce duel qui va se prolonger en 2025 avec l'Auto Kopecky, où l'Auto Kopecky, elle, maintenant, lorgne sur les grands tours, sachant qu'Anna van der Breggen va revenir aussi. Alors, ce marché des transferts cet automne, enfin cette année, a été totalement fou. Dans le sens où les grosses structures ont explosé. Des Lotto Kopecky qui aident Vollering à gagner des grands tours ou inversement, ça n'existera plus. Enfin, ça n'existera plus. Ça s'est déjà vu dès le Tour de Romandie, où Lotto Kopecky s'est pas privé de faire le sprint sur la dernière victoire d'étape de souvenir pour grappiller les bonifications et s'imposer au classement général devant Vollering. C'est des choses qu'on risque de revivre. Maintenant, plus dans la même équipe, donc peut-être moins de domination. Anna van der Breggen, oui, elle revient. Dans quel état ? Le cyclisme, il a changé, comme dirait un certain footballeur, pour paraphraser un certain footballeur. Qui aime paraphraser Étienne aussi. Coucou Étienne. Quand elle dominait des coureurs qui n'étaient pas forcément là à l'époque, même si Kasia Niewiadoma était dans la même équipe quand elles étaient chez Rabobank, des choses comme ça, mais... je mets quand même un petit peu des points de suspension après Anna van der Breggen. C'est toujours l'indécision dans quel état elle va revenir. Voilà, c'est un comeback, Anna van der Breggen qui avait quand même pratiquement tout gagné quand elle était encore coureuse. Elle vient aussi participer au Tour de France, mais c'est vrai que l'Auto Kopecky, on le voit bien, on pense notamment à l'UAE Tour. Alors l'Auto Kopecky à l'UAE Tour, elle avait remporté, c'était quelle étape ? C'était Jebel Lafitte, non ? C'est ça, au sommet de Jebel Lafitte, ouais. Elle avait quand même remporté une grosse victoire d'étape devant Nive Bradbury et Mavi Garcia et Gaia Realini aussi, qui sont des pures grimpeuses. Maintenant que, on va dire que les Jeux Olympiques sont derrière, maintenant que, on va dire, l'objectif piste aussi un petit peu est derrière, elle peut se concentrer à 100% sur la route et sur un autre effort. Quelle est la limite en fait de l'Auto Kopecky en montagne ? Très bonne question. Elle se la pose elle-même. Je pense qu'on pourrait titrer l'Auto Kopecky, quelle limite en montagne. Aujourd'hui, on ne sait pas. L'année dernière, on était tous un peu tombés sur les fesses, pour rester poli, après son étape de montagne au Tourmalet, où elle perd pas grand chose sur Demi Vollering, puis sa façon de gagner Jebel Lafitte, et faut pas oublier le super Giro qu'elle fait avec un Covid en fin de Giro aussi pour elle, pour faire écho à ce qu'on dira tout à l'heure sur Juliette Labou. Elle est un petit peu diminuée sur les 2 dernières étapes, donc à voir l'Auto Kopecky en montagne, à mon avis ça peut être une révélation pour elle. Si tu dois mettre une femme au-dessus, en tête du classement, toi, si tu dois te faire un classement, alors forcément, c'est très facile. Tu prends le classement des filles qui ont pris le plus de points cette saison, et puis tu te dis c'est la meilleure. D'ailleurs, quand on regarde Pro Cycling Stats, au niveau du ranking des classements généraux, tu as Demi Vollering qui a pris, selon le ranking Pro Cycling Stats, 1380 points, l'Auto Kopecky 1350 points. C'est dire à quel point c'est serré. Mais toi, est-ce que tu mets une coureuse au-dessus des autres ? Tu mets Vollering, tu mets Kopecky, tu mets peut-être Niewiadoma qui a réussi à remporter le Tour de France, une Elise Longo Borghini qui a réussi à remporter le Tour d'Italie. Tu mets qui dessus, au-dessus des autres ? Sur l'année 2024, hors ranking UCI, Vollering, elle t'a fait une Vuelta exceptionnelle, on va pas se mentir là-dessus, et derrière elle va quand même faire 2e du Tour, dans le contexte que l'on connaît tous, de rivalité interne, de sa chute à Amnéville. Je pense que Vollering, qui pourra peut-être évoluer, qui va réévoluer à 100% mentalement, va être revancharde. C'est une certitude. On l'a pointé du doigt pas mal de fois. Demi Vollering n'a pas été à 100% mentalement cette saison, et aussi, tout en étant pas à 100% mentalement, a montré quelques limites tactiques, à vouloir peut-être trop en faire parfois. De montrer qu'elle était la patronne. Après, elle devait, pour ses sponsors, mentalement, elle se devait de faire aussi bien que 2023, où elle avait quasiment tout gagné. Le triptyque ardennais, la Vuelta, le Tour. Elle n'a pas été forcément mise dans les bonnes dispositions non plus. Je pense que là où elle va être bien entourée. Elle aura aussi un bon entourage autour d'elle sur la course pour la rediriger tactiquement. Donc je pense qu'elle pourrait être au-dessus. On passe aux autres quand même, à la concurrence, parce qu'il y a quand même pas mal de faits. Si on met Vollering et Kopecky au-dessus des autres, quand même, avec un petit avantage, léger avantage pour Vollering. Juste en dessous, on mettrait les Longo Borghini et Niewiadoma pour leur victoire dans le Tour d'Italie et dans le Tour de France. Je pense qu'on peut les mettre sur un pied d'égalité sans souci.
Niewiadoma qui a changé sa façon de courir, qui n'est plus ce que j'appelle la chienne folle, à courir à droite, à gauche, à attaquer à tort et à travers. Là, elle s'est canalisée, elle a une équipe qui va l'aider, parce qu'il y a le recrutement pour elle sera pas mal avec Cécilie Trupp-Ludwig, qui pourra bien l'aider, bien la canaliser. Et Elisa Longo-Borghini, ce sera la grande interrogation pour moi. Oui, elle a des capacités pour faire aussi bien. Par contre, voir comment elle sera entourée par son équipe. C'est toute la question, surtout quand on voit d'autres équipes, notamment la FDJ Suez, qui se renforce vraiment de manière assez conséquente. Faut que les autres suivent. Son ancienne équipe, la Lidl Trek, a recruté très intelligemment pour les courses par étapes, avec notamment Régine Marcus, avec Niam Fischer-Black. Ça va être autre chose. Vraiment, les cartes ont été redistribuées. Elisa Longo-Borghini part chez UAE. Pour 3 saisons. Elle sera entourée de Sylvia Persico, qui a quelques références sur les grands tours. Et une Française qui va la rejoindre. C'était annoncé la semaine dernière, avec Maëva Skiban. Qui est la belle surprise de cette saison, Maëva Skiban, avec sa 2e place, il me semble, sur le Tour de France, c'est ça? Sa 2e place au Chinaillon, l'étape du Grand Bornand. Derrière Guéquière, qui a eu le cran d'attaquer celle qui se menait la guerre pour le maillot jaune. Et voir aussi que Maëva Skiban a aussi gagné un beau chrono en fin de saison sur le Tour féminin international cycliste de l'Ardèche. Les mots sont pas forcément dans le bon ordre, mais on a l'idée qu'il va gagner un chrono devant une des belles surprises de l'année. Elle va gagner un chrono devant Thalita de Jong. Thalita de Jong de la Lotto Destiny, qui, alors je me réfère toujours à ce classement Pro Cycling Stats, des courses par étape. Thalita de Jong qui est 13e de ce classement, elle qui partira à la Human Powered Health la saison prochaine. Accent anglais, tu m'en excuseras. Dans ce classement Pro Cycling Stats, donc nous on s'attache plutôt à mettre Elisa Longo-Borghini et Kasia Niewiadoma derrière Vollering et Kopecky, puisqu'elles ont aussi remporté des grands tours, et c'est quand même assez marquant, il faut être capable de les remporter. Et pourtant la 3e du classement, c'est Juliette Labousse, Juliette Labousse, qui est 3e du classement. Alors quand même, si on revient sur cette saison de Juliette Labousse, et ça rejoint un petit peu ce que nous a dit Stéphane Delcourt, début juin, Juliette Labousse, oui, mais elle ne gagne pas. Ça, c'était avant que Juliette Labousse, la signature soit officialisée. Oui, elle est forte, mais elle ne gagne pas. Bon, ok. Juliette Labousse, cette saison, donc au niveau des courses par étapes, elle fait 4e en février du Tour de la Communauté de Valence. Elle va faire 4e en mai du Tour d'Espagne. Quelques jours plus tard, 3e du Tour du Pays Basque. 5e du Tour de Suisse au mois de juin. Tour d'Italie, elle fait 5e au mois de juillet. Tour de France, elle fait 9e au mois d'août. Et le Tour de Romandie, elle fait 6e au mois de septembre. Une ultra régulière, mais qui, cette saison, n'a pas passé le cap, qui n'a pas réussi à accrocher de podium, mis à part le Tour du Pays Basque. Il manque peut-être ce petit gap qu'elle est venue chercher chez FDJ Suez aussi. On sait que le management aime beaucoup ce trident offensif qu'elle mènera avec Evita Music, avec Demi Vollering. Il y aura des chances que ça tourne. Après, peut-être qu'elle c'est absolument pas méchant ce que je veux dire, mais elle s'est peut-être endormie dans ce rôle de leader unique chez DSM, où en dessous il n'y avait pas grand monde pour la chatouiller, pour la stimuler un peu plus. Chose qu'elle retrouvera forcément cette émulation chez FDJ Suez. Et elle se fera aussi piquer par un Stéphane Delcourt qui cherche le meilleur de ces femmes dans l'équipe. Tu parlais du Covid de Lotto Kopecky sur le Tour d'Italie. Juliette Labousse, elle aussi a été victime du Covid pendant l'été. Elle a été victime, malheureusement, sur le Tour de France Femmes, sur la dernière étape, c'est là où elle a ses plus gros symptômes en course. C'est ce qui explique sa défaillance dans une étape qui était en principe taillée pour elle, avec le col du Glandon, l'Alpe d'Huez. C'est des longs cols, chose qu'elle aime. On ne pourra pas refaire la course, mais ça a dû beaucoup jouer sur son physique. On avait aussi pointé quelque chose au Tour d'Italie, ce sont ses difficultés face aux fortes chaleurs, où elle n'a pas su exploiter pleinement son potentiel, notamment à l'arrivée du blockhouse, où il y avait quasiment canicule sur les pentes du blockhouse, où certes elle fait 6e, mais elle a dû beaucoup plus lisser son effort que tout de suite taper dans le rouge pour aller suivre notamment le duo Longo-Borghini-Kopecky. C'est une analyse qu'on avait eue effectivement sur Juliette Labousse. Dès que la chaleur est là, on a un peu l'impression que elle a du mal à gérer cette chaleur, on l'avait vu donc là sur le Giro. Sur la première étape du Tour Femmes avec Zwift à Clermont-Ferrand, où il faisait très chaud aussi, elle avait eu du mal à accrocher le bon train.
Après, c'est des choses qui peuvent se travailler et espérons que cette chaleur ne l'handicape pas trop, surtout vu le contexte climatique actuel. Oui, on sait que on aura forcément de plus en plus de courses avec des fortes chaleurs. Parmi les belles surprises de la saison, on va terminer au niveau des surprises, au niveau des filles qui ont vraiment performé. Nive Bradbury a quand même montré de belles prédispositions, une belle progression. 22 ans, elle a eu au mois d'avril. Nive Bradbury, alors qui certes fait 32e du Tour de France, mais qui quelques jours plus tôt, un mois plus tôt, avait fait 3e du Tour d'Italie avec la victoire sur les pentes du Blocos. Elle avait fait 2e du Tour de Suisse quelques semaines auparavant, 2e de l'UAE Tour au mois de février, 3e du Tour Down Under au mois de janvier. Donc bon, on a l'impression que ça a été un peu plus compliqué, on va dire, après le Tour d'Italie sur la seconde partie de saison pour Nive Bradbury. Mais là encore, une belle régularité pour la leader de la Canyon SRAM, une des leaders de la Canyon SRAM en tout cas. Belle progression pour l'Australienne. Belle surprise, même si ce n'en est pas forcément une. Alors Nive Bradbury, c'est pour recontextualiser la chose avec Nive Bradbury, tous les ans Canyon SRAM, en partenariat avec Zwift, crée la Zwift Academy, qui leur permet de détecter les meilleurs sur Zwift et leur propose un contrat. Auparavant, elle n'existait pas, maintenant c'est sur l'équipe de développement que les coureurs sont envoyés. Nive Bradbury était la 2e vainqueur de la Zwift Academy et elle confirme vraiment les prédispositions qu'elle avait là-dessus. Ça peut être aussi la grimpeuse d'avenir et celle qui peut piquer aussi Kasia Niewiadoma va s'endormir sur ses lauriers. Pour terminer ce bilan de 2024, on en parlait des belles surprises, on a parlé de Juliette Labous, donc qui était bien placée. Très rapidement, je pense que la belle surprise chez les Français, alors on va en avoir deux, c'est l'affirmation de Marion Bunel quand même au niveau World Tour. Alors au niveau World Tour cette saison, 5e de l'UAE Tour, et puis dans les courses Conti quand même, je regarde quand même les courses Conti, où alors elle fait 17e du Tour de France cette année, 3e du classement du meilleur jeune, elle remporte le Tour de l'Avenir, elle fait 2e du Tour de l'Ardèche, Tour cycliste féminin international de l'Ardèche au mois de septembre, et puis aussi elle fait 9e du Tour de Normandie. L'affirmation de Marion Bunel, donc qui sera avec Pauline Ferrand-Prévot à la Visma Lease the Bike en 2025, et puis aussi l'autre femme qui a vraiment percé, c'est Cédrine Kerbaol, et on a appris il y a quelques jours, Cédrine Kerbaol, il y a quelques heures même, le départ surprise de la Ceratizit direction IF, elle qui avait remporté une étape sur le Tour de France femme avec Zwift cette année. Qui est la première française à gagner ce Tour nouvelle génération en force, en sortant bien la course comme il faut, au moment décisif. On va dire c'était vraiment le moment M pour attaquer. Alors remporter une étape sur ce tour et non pas remporter le tour. Non, on a remporté une étape sur le tour. On rêve qu'une Française gagne le tour. Pour revenir à Marion Bunel, tu oublies une de ses performances qui est un peu passée sous les radars, je trouve, qui est l'Alpe-Grésivaudan classique. Ah, la début juin. Coupe de France. Elle sort toute seule dans la montée vers Champs-Rousse. Exactement, et elle l'emporte devant Evita Music et Julie Bégaud. Julie Evita Music qui sortait plus ou moins d'une campagne espagnole assez mouvementé, mais plutôt pas mal. Il a quand même battu sur une arrivée en côte de Demi Vollering, la spécialiste des arrivées en altitude. Au Tour d'Espagne, ouais. Aller battre Evita Music, ça cause. Et puis donc, on en parlait, Cédrine Kerbaol, donc à la IF. Par surprise, à la Ceratizit, on en parlait en off avant ce podcast quelques secondes. Ceratizit, ça sent pas très bon quand même pour l'équipe. Déjà, ce départ surprise à l'AIF alors qu'il restait un an de contrat pour Kerbaol. Il y a des parties suite à une clause qu'il y a dans les contrats World Tour. Si l'équipe n'a pas déposé son dossier complet, cette année ça a été fixé au 15 octobre, les coureurs sont libres de partir, sont libres de tout contrat. Clause que Cédrine Kerbaol a activée pour rejoindre l'AIF. Ça peut être aussi, ce qui est intéressant pour Cédrine Kerbaol, c'est que IF, vu son ranking UCI, aura accès en 2025 à toutes les courses World Tour, vu que IF a fini première équipe continentale. Et ça peut être aussi très bon pour IF, pour l'image d'IF, d'avoir Cédrine Kerbaol, qui va forcément attirer beaucoup de médias sur un départ du Tour à domicile. Forcément, en Bretagne chez elle, pour la Bretonne, nouvellement chez IF pour 2025. Julien, pour terminer, quelle est ta principale déception de cette année 2024 sur la saison des Tours? Ce sera pas forcément une déception, parce que c'est vraiment la malchance qui a frappé Juliette Labous. Je pense qu'elle pouvait faire beaucoup mieux qu'une 9e place sur le Tour.
Je pense qu'elle aurait pu aussi être au moins dans le groupe avec Evita Music et Kasia Niewiadoma dans l'Alpe d'Huez, voire être partie, et si elle avait pu réagir, partir avec Demi Vollering et Paulina Rojakers, sans rentrer un peu plus dans la polémique. Je pense qu'elle aurait été plus utile à une Demi Vollering dans la plaine qu'une Paulina Rojakers. Pas de réelle déception, mais toi tu en attendais plus. Il y en a quand même une dont on n'a pas parlé, je vais pas la caser dans les déceptions quand même. On n'en a pas parlé de manière plus détaillée que ça, mais Evita Music, sa saison au niveau des tours, c'est quand même 4e du Tour de France et 5e du Tour d'Espagne. On rappelle cette bordure aussi en début de Tour d'Espagne qui lui a sans doute coûté le podium. Elle va faire 2e du Tour de Burgos également. Et donc avec ce trio infernal la saison prochaine, on en parlera aussi d'Evita Music dans le bilan des classiques qui va arriver aussi dans ce courant du mois de novembre. Moi, allez, ça sera peut-être plus une équipe qui m'a déçu, c'est la Movistar en fait du côté des déceptions, qui a été tout simplement invisible sur cette saison des Tours, et l'après Annemiek van Vleuten est quand même très compliqué pour la formation espagnole. On peut même aller plus qu'au-delà de la saison des Grands Tours, parce que là on parle des Grands Tours, mais on peut même dire décevantes sur la saison en général, parce que on les a très peu vu au cours de la saison. Il y avait certes une Jan Lippert qui revenait de blessure, qui a repris sa saison juste à la Vuelta, qui a skippé toute une partie des classiques. Mais c'est vrai que derrière Annemiek van Vleuten, il y a quand même un trou d'air impressionnant qui devrait, espérons, parce qu'elle aussi a montré de bonnes dispositions en montagne, qui devrait être comblé par l'arrivée de la Suisse Marlene Reusser chez Movistar. On espère, en tout cas pour la Movistar, sachant que je regarde seulement 15 victoires cette saison pour la Movistar, avec seulement une victoire en World Tour. C'est la 6e étape du Tour d'Italie et la victoire de Jan Lippert en échappée au sommet d'une petite bosse à Chieti. Alors avec aussi sans doute un pari pour l'avenir à la Movistar, c'est Kat Ferguson qui a remporté 2 victoires en fin de saison et qui est une des grandes pépites du cyclisme chez les femmes pour les prochaines années. Un pari pour l'avenir pour la formation espagnole. Julien, je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Mais de rien, et merci aussi à tout le monde qui nous écoute, qui va certainement réagir à nos propos, mais on sait qu'on a un public qui aime le débat. Mais oui, exactement, et c'est ce qu'on cherche. Pas de débat inutile, mais des débats construits, et c'est tout ce qu'on aime dans Vélo Podcast. On rappelle, on parle des hommes comme des femmes. On en a parlé dans ce podcast débrief des Tours 2024. On en parlera aussi dans le débrief des classiques, et on en parlera aussi dans le petit podcast Sprinter, parce qu'il y a de quoi parler aussi chez les femmes. Julien, merci beaucoup. On rappelle Actu Cyclisme Féminin sur tous les réseaux sociaux et actucyclismeféminin.fr. Forcément, parce que si tu tapes .com, tu vas pas trouver le site. Et non. Voilà, forcément. actucyclismeféminin.fr, partenaire aussi de Vélo Podcast, à chaque fois ensemble pour parler du cyclisme chez les femmes. Je rappelle Vélo Podcast sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, X, Twitter, aussi sur les plateformes de streaming, Deezer, Apple Podcast et puis Spotify, et puis la chaîne YouTube Vélo Podcast. On se retrouve dans quelques jours pendant ce mois de novembre pour continuer à débriefer cette saison 2024. Julien, à très bientôt. À très bientôt. Et à très bientôt à toutes et tous dans Vélo Podcast. Ciao, ciao. Ciao, ciao.